Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Morning Meeting de 11h. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin pour cette émission. Bienvenue, je vous propose de faire un point sur l'ensemble des actifs financiers, de revenir sur le news flow récent. Avant cela, prenez connaissance de cet avertissement légal. Vous êtes face à une présentation réalisée à titre purement indicatif. Vous ne trouverez ici aucun conseil d'investissement. Alors sous vos yeux l'indice CAC 40, laissez-moi d'abord vous rappeler ce qui se passe actuellement sur les marchés, un certain nombre d'éléments. Ce que j'estime être le facteur technique dominant qui impacte globalement les marchés financiers, c'est deux choses cette semaine. D'une part, la prise de bénéfices sur le dollar américain, alors qui reste pour le moment contenu, mais qu'on observe sur toutes les paires en dollars, notamment sur l'euro-dollar, les GBP USD ou encore les signaux vendeurs du côté de l'USD4. Pourquoi? Parce que le prix du pétrole a quant à lui donné un signal positif en début de semaine. De manière générale, ce sont les matières premières industrielles qui se reprennent, le cuivre, le prix du gaz naturel, le prix du Brent, le prix du pétrole brut US. L'analyse technique permet de relever une conjonction de signaux techniques positifs. Je rappellerai donc les objectifs de cours en termes de prix que l'on peut envisager sur ce marché. Autre élément important, bien sûr, ce sont les nouveaux plus bas sur les rendements obligataires au sein de la zone euro, avec un prix du Bund qui établit de nouveaux sommets historiques et concrètement une position longue qui peut être tenue jusqu'à ce que ce rendement atteigne 0. Alors il s'établissait tout à l'heure à 0,07. Et enfin, pour terminer, une vague de prise de bénéfices sur les actions zone européenne, avec deux facteurs à noter cette semaine. D'une part, le phénomène de flight to quality, donc un déplacement des liquidités entre les marchés actions de la zone euro, avec probablement un encaissement de plus-value latente, qui se sont immédiatement déplacés sur le marché obligataire des pays dits core. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un élargissement des spreads au sein de la zone euro. Vous l'avez tous observé, des nouveaux plus bas sur le rendement obligataire de l'Allemagne, de la France. Au contraire, en Espagne, en Italie, il y a eu de légères tensions, sans parler de la Grèce, mais c'est un marché de la dette qui est complètement à part. Et enfin, deuxième chose, surperformance du marché action parisien par rapport au marché action allemand, pour deux raisons. D'une part, le secteur pétrolier n'est absolument pas représenté dans le marché action allemand, et d'autre part, il y a cette semaine une décorrélation entre le secteur automobile français et le secteur automobile allemand. Le secteur automobile allemand qui pondère assez largement le DAX s'est replié. Prenez Peugeot, prenez Valeo, prenez Michelin, prenez Renault sur la semaine, ces titres montent. Pourquoi est-ce que Renault monte? Pourquoi est-ce que Peugeot monte alors que Daimler, Volkswagen se replient? Parce que l'État français a annoncé son intention de monter au capital de Renault, probablement pour défendre le constructeur automobile d'une offre inamicale, ce qui entraîne un effet d'entraînement aussi sur le titre Peugeot. Voilà donc l'introduction que je pouvais vous proposer. À cela s'ajoutent bien sûr les statistiques américaines décevantes cette semaine. Tout a commencé par les ventes au détail. Hier, nous avons pris connaissance des chiffres du marché immobilier qui étaient décevants, notamment les mises en chantier en croissance seulement de 2% contre 16% anticipés par le consensus. Il en va de même pour les permis de construire. Hier, je vous propose aussi une synthèse des prises de parole de M. Fischer, de M. Lockhart ou encore M. Rosengren, bref, des personnes qui composent le fonds, le FOMC, ce comité qui décide des perspectives de la politique monétaire aux États-Unis. Et concrètement, moi je retiens notamment le fait que la Fed pourrait attendre que se confirme le rebond de l'économie et surtout que se mette en place un rebond durable de l'inflation avant d'envisager de resserrer les taux d'intérêt aux États-Unis. L'ensemble de ces éléments-là, ces statistiques en retrait du consensus et un début d'inflexion dans les prises de parole des membres du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis ont entraîné ce que vous avez sous les yeux. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises en données 4 heures du dollar américain et la semaine a commencé le 13 avril. Vous pouvez constater que depuis le 13 avril, le dollar américain se replie. Le dollar américain se replie. L'analyse technique de l'indice Dow Jones FXM Dollar Index suggère que cette baisse pourrait se prolonger notamment en direction du support qui s'établit ici à 11 886 points. Maintenant, peut-être que la question qui vous intéresse, ou la réponse qui vous intéresse, est sur quelle paire de devises se positionner pour se placer dans le sens de cette phase de prise de profit qui est déjà ancienne sur le dollar américain. Attention, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça ne date pas non plus d'hier soir, ça date du début de la semaine et notamment du milieu de la semaine. Et laissez-moi commencer par ce qui pourrait être une conviction forte, étant donné qu'il n'y a pas que le dollar américain, mais des éléments qui concernent
le dollar canadien avec, je dirais, des éléments intermarchés assez convaincants, il s'agit de l'USD-CAD. La stratégie vendeuse sur le taux de change dollar américain, dollar canadien est probablement une des meilleures stratégies pour accompagner cette vague de prise de bénéfices sur le dollar américain, et ce pour deux raisons. Je vous ai dans un premier temps rappelé tous les éléments qui concernent le dollar américain sur le court terme et qui le mettent sous pression. Les prises de parole de membres importants du FOMC, les statistiques US en retrait du consensus, et globalement, lorsque vous faites le point sur, et selon Bloomberg, les 51 sociétés du S&P 500 qui ont déjà publié leurs résultats trimestriels, eh bien il s'avère qu'à ce stade, seulement 47% d'entre elles ont fait mieux en ce qui concerne le chiffre d'affaires, contre une moyenne historique de 60%. Ce sont des données donc rassemblées par Bloomberg, mettant en avant le fait que la force du dollar américain ait pu agir justement sur ces chiffres d'affaires au premier trimestre. Voilà donc un ensemble d'éléments monétaires, macroéconomiques, microéconomiques qui sur le court terme entraînent une période plutôt baissière sur le dollar américain. À cela s'ajoute cette semaine deux éléments qui concernent le dollar canadien. La non-modification de la politique monétaire menée par la Banque centrale du Canada. Nous excluons désormais un scénario qui verrait davantage de baisse du taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada cette année. Et d'autre part, et cela je l'ai bien accompagné avec vous cette semaine, les signaux positifs donnés sur le WTI, sur le Brent, sur le prix du gaz naturel et enfin sur le cuivre. Le gaz naturel, le pétrole, le cuivre sont par définition les matières premières industrielles. Et forcément, cela amène à renforcer nos anticipations de renforcement, là encore, du dollar canadien. Et donc, si le dollar US est sous pression pour une conjugaison de trois éléments, monétaires, micro, macro, et que le dollar canadien se renforce du fait du rebond du prix de l'énergie, vous avez avec l'USD-CAD une stratégie de vente qui a du potentiel. Sauf que le timing est-il bon? Le timing c'était pile poil hier. On est sorti par le bas d'un range qui a duré 3 mois ici sur l'USD-CAD. C'est un range de sommet sous les 1,28 avec une puissante divergence baissière en données hebdomadaires. La cassure H4 a eu lieu ici, sur ce chandelier du 15 avril. Micro pullback. Vous avez ensuite ce canal ici en données 4 heures qui était sympathique. Regardez la précision du pullback qui a eu lieu hier 16 avril à 1,2330. On a cassé ensuite le support à 1,2240. On est désormais dans un flat. Je pense que cette paire de devises se repliera au bas mot en direction des 1,20 dollars canadiens, à la fois du fait de la baisse du dollar américain sur le court terme et du renforcement du dollar canadien. Je vous rappelle cette fois-ci un élément d'analyse technique. Comment détermine-t-on l'objectif de cours lorsqu'on sort par le bas, d'un range de sommet? Car finalement, il s'agit ici d'une phase de distribution. Alors on peut dans un premier temps reporter simplement l'amplitude balayée par les prix lorsqu'ils évoluaient au sein de ce range. J'attrape l'amplitude maximale et je la reporte vers le bas depuis le point de cassure. Vous le savez, je m'intéresse toujours à deux coefficients de projection, le 0,618, le plus commun, celui qui a la plus forte probabilité d'être atteint, et en cas de débordement de celui-ci, viser un report de 100% du mouvement. En clair, 1,2075 correspond d'ailleurs, regardez ici, avec ce niveau de la baisse surprise du taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada le 21 janvier. En clair, 1,20.75 me semble une cible acquise sur l'USD-CAD. C'est-à-dire qu'au bas mot, perdre 100 pips de plus. Mais attention, le timing est mauvais. Il n'y a strictement et maintenant aucune raison d'adopter une stratégie de vente sur l'USD-CAD. Le stop, malheureusement, se trouve là. La première résistance s'établit à 1,2250. J'aurais donc tendance à vous dire que l'idée serait d'exploiter un rebond en direction par exemple des 1,2250 pour adopter une stratégie de vente. Si vous êtes déjà vendeur sur l'USD-CAD et il y en avait un paquet de raisons techniques cette semaine, et notamment rappelez-vous la cassure haussière de la résistance sur le pétrole à 54 $, eh bien je pense que des cibles peuvent être établies à 1,20.75, le point de départ ici de la hausse du 21 janvier, 1,20 et éventuellement prolonger jusqu'à 1,19. Mais bon, ça, faut pas non plus peut-être exagérer, mais au fond, ça paraît possible.
Alors, qu'est-ce qui va faire le travail? S'agit-il d'une baisse du dollar US ou d'un renforcement du dollar canadien? Lorsque je reviens sur l'analyse technique des contrats énergétiques, le WTI, le gaz naturel et le Brent, j'ai tendance à dire que le dollar canadien pourrait faire une partie importante du travail. Je reviens sur ce graphique de l'US Oil. La clôture de ce soir sera très importante car il est essentiel de clôturer et de confirmer les signaux positifs ce soir à la clôture weekly. Mais je pense toujours que le pétrole peut rejoindre 60 dollars lors des prochaines semaines. La seule chose qui me ferait abandonner ce point de vue serait de réintégrer violemment les 54 dollars, ce qui finalement se traduirait par un faux signal donné cette semaine. Quand bien même il y avait plusieurs possibilités de se placer, tout d'abord les cours étaient sortis par l'eau d'un espèce de wedge en rebondissant sur les 50 dollars, ici en données 4 heures, ont atteint les 54 dollars, l'ont dépassé de manière assez impulsive. Je pense qu'on est désormais en train de faire un flat au-dessus des 55 dollars. Alors d'ailleurs, les 55 dollars sont le tout premier support ici sur le prix du WTI. Bon, il y a une ligne de tendance haussière qui place ici depuis le 18 mars. Je pense que désormais, il faut chercher à exploiter un support. Et on peut estimer d'ailleurs que les 55 dollars sont un premier niveau de support pour prendre le train en marche en direction des 60 dollars. Dans tous les cas, du fait à la fois des éléments qui mettent la pression sur le dollar américain et du fait des éléments qui soutiennent le dollar canadien sur le court terme, la paire USD-CAD est probablement la meilleure des stratégies Forex sur le court terme. Dès lors qu'une résistance se présenterait pour cette fois-ci soigner ce qui vous appartient, à savoir le money management, qui reste complètement à votre discrétion. Alors, que penser de l'euro-dollar? Eh bien, je vais vous donner mon point de vue sur l'euro-dollar. C'est probablement pas la meilleure paire de devises pour se placer dans le sens d'une période de prise de bénéfices sur le dollar américain. Cependant, alors pourquoi? D'une part, en ce qui concerne l'euro, il faut toujours se méfier. Pour tout un tas de raisons qui sont propres aux éléments que vous connaissez, qui concernent la Banque Centrale Européenne, mais surtout la Grèce. La Grèce et le gouvernement grec a annoncé étudier un délai de paiement de sa prochaine échéance de 747 millions d'euros qu'elle doit rembourser au Fonds monétaire international. Autant vous dire hier que Christine Lagarde, le managing director du Fonds monétaire international, a précisé hier rejeter absolument ce genre de requête. Donc voilà, il y a toujours des éléments qui concernent la Grèce qui sont susceptibles de mettre la pression sur l'euro et donc qui sont susceptibles de nuire aux stratégies d'achat de la paire euro-dollar. Même si l'analyse technique suggère que nous pourrions envisager une hausse de l'euro-dollar en direction des 1,09, notamment depuis hier la cassure des 1,0713, je resterai toujours méfiant sur le taux de change euro-dollar et je préfère, mais sans aucune hésitation, me tourner du côté de l'USD-CAD, notamment pour les stratégies de vente. Alors, le GBP-USD est probablement plus intéressant que l'euro-dollar, étant donné que le GBP-USD n'est pas soumis à cette incertitude qui concerne la Grèce, mais soyons tout de même méfiants. Le 8 mai se joue au Royaume-Uni des élections parlementaires, un renouvellement de la Chambre des communes au Royaume-Uni, avec à la clé soit la confirmation du Premier ministre, soit un nouveau Premier ministre. Les derniers sondages sont parfaitement incertains. Disons que l'incertitude politique actuelle a tendance à renforcer le niveau de la volatilité implicite sur la livre sterling. Alors, il faut probablement aussi se méfier du GBP-USD. Alors, globalement, si l'on exclut l'euro-dollar, si l'on exclut le GBP-USD, que reste-t-il? L'USD-CAD, vous l'avez compris, mais il y a probablement des choses à faire aussi du côté de l'AUD-USD. L'idée c'est quoi? C'est de préserver le capital en s'éloignant de toutes les monnaies susceptibles d'être impactées par des facteurs exogènes, et notamment politiques. Alors la Grèce, les élections au Royaume-Uni, moi je n'aime pas ça, du point de vue de la sérénité vis-à-vis d'une position de trading. C'est pourquoi je privilégie l'USD-CAD. N'oublions pas donc l'AUD-USD et le NZD-USD. L'AUD-USD a donné un signal positif hier, en débordant la résistance à 0,7740. Je pense que l'AUD-USD est en mesure de rejoindre les 0,7912.
puisqu'au fond la UD-USD évolue dans un range lui aussi depuis le début du mois de février. C'est pourquoi, pour conclure ce point de vue sur les paires majeures, ma sélection est donc la suivante: chercher des longs, chercher des supports sur l'AUD-USD, chercher des résistances sur l'USD-CAD. L'USD-Yen ne présente, selon moi, aucun intérêt, sauf à revenir tester le support à 118,30. C'est une paire de devises dont la dynamique est de toute façon complètement neutralisée depuis le mois de décembre dernier, dans un range d'environ 700 pips. J'exagère probablement, je dirais que depuis début février on évolue entre 118,30 et 122. Le risque serait de casser les 118,30. Si jamais le support à 118,30 venait à céder, cela serait un facteur très baissier pour le dollar US, avec à la clé un repli en direction des 117 yens, voire des 116 yens. Mais on peut aussi envisager que cette paire de devises reste établie dans un range 118-122. C'est donc pour cette raison que je préfère les ventes USD-CAD, les longs AUD-USD. J'exclus pour des facteurs politiques les stratégies sur l'euro-dollar. Et je suis gêné par la perspective de ces élections parlementaires au Royaume-Uni pour vous proposer une vue de marché sur le GBP-USD. Voilà, j'espère que c'est globalement clair ce que je vous ai proposé. Maintenant, comme promis, revenons sur les contrats d'énergie. L'US Oil, vous l'avez compris, je vous en ai parlé. Laissez-moi revenir sur le prix du gaz naturel et sur le prix du UK Oil. Alors, le prix du gaz naturel, nous avons pris connaissance hier d'éléments propres à l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux États-Unis. Ce sont des données qui sont proposées par l'administration américaine d'information sur l'énergie. Voilà ce qui m'intéresse sur le prix du gaz naturel. Tout d'abord, un piège. Il n'y a plus de son? Ah si, c'est bon, ok. Alors tout d'abord un piège à la cassure des 2,57. L'analyse graphique permettait éventuellement de voir venir ce piège. Pourquoi? Parce que j'ai fait l'hypothèse ici sur le gaz naturel d'une pattern en épaule, tête, épaule, inversée. M'invitant dans un premier temps à vous dire cette semaine, ne shortez pas la première résistance à 2,57. Et on a dans l'idée ce que j'appelle ici une magic pattern. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis en avant ce type de configuration. C'est le fait d'être revenu tester ce point que le marché n'a pas confirmé en cassure baissière. Alors j'avais d'ailleurs, au moment où j'ai relevé cette figure en épaule, tête-épaule inversée sur le prix du gaz naturel, proposé les objectifs de cours théoriques qui s'établissaient notamment à 2,63. Ça a été largement dépassé. J'estime désormais que le niveau de prix des 2,63 $ constitue un bon niveau de support sur le prix du gaz naturel, qu'il est envisageable que le prix de ce marché rejoigne les 2,72, mais probablement la partie haute de ce canal. Alors, le prix du gaz naturel pourrait, conditionnel, a été prolonger sa hausse en direction des 2,80. Premier support 2,63, pourquoi pas, pour envisager un money management. Beaucoup plus intéressant, signal d'achat sur le prix du cuivre. Double signal d'achat sur le prix du cuivre. Premier signal d'achat relevé sur l'indicateur de momentum RSI. Résolution haussière d'une structure en wedge sur le copper, confirmée par la cassure de cette ligne de tendance baissière ici sur le prix du cuivre, avec désormais un premier support qui s'établit à 2,75. Je pense que ce marché peut rejoindre les 2,90 et les 3 $. En clair, les matières premières industrielles, l'analyse technique suggère davantage de potentiel de reprise sur le court terme. C'est un ensemble d'éléments qui est de nature à soutenir le dollar canadien. Si vous ajoutez à cela les signaux baissiers donnés sur le court terme sur le dollar américain, vous avez sous les yeux la paire de devises sur laquelle il y a vraiment beaucoup de conviction technique et fondamentale pour viser 1,20 voire 1,19. Première résistance 1,2250. Le train est-il passé?
Avez-vous manqué toutes les gares pour vous positionner vendeur sur l'USD CAD? Peut-être. Peut-être. L'idée c'est quoi? Éventuellement cet après-midi avec les chiffres canadiens, pourquoi pas envisager un nouveau pullback sous cet ancien canal dont les cours sont sortis par le bas. Donc revenir chercher dans le cadre d'une volatilité réalisée 1,23, ce serait idéal pour une stratégie de vente. Alors, je vous ai expliqué que cette semaine, s'est déployé quelque chose qui est globalement négatif pour la dynamique à court terme des actions de la zone euro. Un phénomène de flight to safety, flight to quality, peu importe. Ça fait longtemps que cela ne s'était pas produit. Un déplacement des liquidités du marché action de la zone euro qui respire, 25% de progression pour le DAX au plus haut de l'année, 23% de progression year to date pour le CAC 40 depuis le début de l'année. Cette semaine, quelque chose s'est produit qui n'avait plus cours cette année. Les fonds qui ont quitté sous la forme de prise de bénéfices le marché action de la zone euro se sont orientés rapidement vers le marché de la dette souveraine des pays les mieux notés, la France et l'Allemagne. Et lorsque je superpose ici le graphique du prix du Bund et le graphique du prix du DAX, eh bien vous constatez ici ces deux mouvements opposés. Ce qui m'invite à penser deux choses. D'une part, que le contrat de taux allemand Bund va continuer de s'apprécier jusqu'à ce que le rendement soit égal à 0. Je reviens sur ce graphique du prix du Bund sur lequel je suis revenu hier vous expliquant que le débordement des 159,50 était un signal d'achat pour viser d'une part les 160 mais probablement le niveau de prix des 161. Ne cherchez pas de résistance passée, il n'y en a pas. Ce marché évolue sur ses sommets historiques. D'autre part, l'analyse technique qui cette fois-ci est propre au DAX, le DAX qui est sous la pression de son secteur automobile, c'est globalement l'industrie, c'est le compartiment qui est le plus représenté dans le DAX, et l'automobile, c'est le secteur industriel qui a le mieux performé, essentiellement du fait des anticipations d'accélération de la consommation au sein de la zone euro, mais surtout de l'établissement sur un niveau bas et de manière durable du prix du pétrole. Forcément, lorsqu'on paye moins cher le coût du transport, c'est clairement quelque chose qui nourrit ce secteur automobile. Prenez les meilleurs performeurs du DAX depuis le début de l'année, vous allez retrouver du Daimler, du Volkswagen, etc. Que nous dit l'analyse technique sur le DAX? Qu'un signal de vente a été donné à la cassure des 12 222 points, dans le cadre d'une correction que j'ai d'abord envisagée en 3 temps. Alors c'est souvent dans un premier temps ce qu'on peut envisager, une correction en ABC. C'est pourquoi j'ai reporté ici les extensions de Fibonacci, donc la jambe A au top de la B, pour envisager ce que pourrait être l'amplitude d'une vague C, permettant de viser 12 120 points, puis 11 993. J'ai tendance à croire que le DAX a en fait cassé ici cette ligne de tendance haussière en place depuis le 21 janvier. Il ne faut pas non plus s'emballer, il ne faut pas s'enflammer. Je pense qu'on a déjà fait cette semaine une semaine de conso. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une semaine de consolidation sur les actions de la zone euro. Je ne connais pas l'amplitude de la consolidation à venir. Je ne sais pas si nous sommes sur un point bas. Mais pour répondre à cette question, je vous invite à surveiller la moyenne mobile simple à 20 jours, non pas sur le CAC 40, non pas sur le DAX, mais sur l'indice boursier pan-européen Eurostoxx 50. L'Eurostoxx 50 est actuellement en train de tester cette moyenne mobile à 20 jours qui accompagne la progression des cours depuis le début de l'année. J'ai jeté un œil à l'analyse technique des indices boursiers MIB et IBEX. Il est aussi envisageable sur ces marchés de les voir revenir tester leur précédent sommet l'année 2014, qui serait à ce moment-là de parfaits points d'achat. En l'état, j'aurais donc tendance à croire qu'on peut encore consolider sur le DAX, mais on fait déjà des beaux objectifs de cours depuis le début de la semaine. Je surveille la MM20 sur l'Eurostoxx 50. Si cette dernière est enfoncée, ok. Si elle tient ce soir, on peut parfaitement avoir fait une semaine de consolidation et repartir comme en 14 dès le début de la semaine prochaine. Donc je n'ai pas la réponse et j'attends comme vous ce soir les chandeliers japonais hebdomadaires qui permettront là d'envisager quelque chose. Le CAC 40 n'a pas cassé de support cette semaine. Pourquoi le CAC 40 ne casse-t-il pas de support à l'image du DAX? Pour deux raisons. D'une part, à la différence du DAX, cet indice contient deux titres appartenant au secteur pétrolier, dont un qui est un point lourd, le titre Total. D'autre part, cette semaine, décorrélation totale entre le secteur automobile français et le secteur automobile allemand, parce que l'État français annonce son intention de monter au capital de Renault à hauteur de 20%. Ce qui a soutenu Peugeot, Valeo et Michelin. Voilà, les 4 poids lourds du secteur au sein de l'indice parisien. Il y avait une divergence négative qui était relevable sur ce marché sur l'horizon de temps H4, qui a été épurée à plat.
Lorsque on constate une divergence de momentum sur les prix, il y a deux possibilités, soit le marché monte moins vite, soit il s'établit dans un range, soit il baisse. Sur le CAC 40, il a fait le choix de s'établir dans un range entre 5190 et 5270. La dynamique est neutre entre 5190 et 5270. Rappelons qu'au-dessus de nos têtes passe en effet cette ligne de tendance que tout le monde connaît, la ligne de tendance baissière qui attrape les sommets les plus saillants depuis l'année 2000. En clair, le top de l'année 2000 et le top de l'année 2007, lorsque vous les reliez à l'aide simplement d'une ligne de tendance baissière chartiste, eh bien, elle passe actuellement à 5285. Ce qui serait négatif sur ce marché serait de briser les 5190. Mais tant qu'on tient à 5190, on peut très bien faire un range et puis un jour repartir. Et voilà. Il y a concrètement, on a eu cette semaine une semaine de conso. Hein, je ferai le point, on fera tous le point ce soir sur les Chandeliers Weekly. Mais voilà, donc ça reste incertain. Au final, ce qui moi me paraît par contre probable, c'est que le Bund se renforce, c'est que le dollar américain consolide, c'est que le dollar canadien se renforce. La dynamique des actions de la zone euro, je ne sais pas jusqu'à où va durer la consolidation. Pourquoi est-ce que le FTSE reste fort? Le FTSE, je ne le vendrai pas. L'indice britannique est fortement composé en titres appartenant au secteur des matières premières industrielles. British Petroleum, Royal Dutch Shell, Tullow Oil, plus de grands acteurs des métaux industriels, ils sont présents dans le FTSE. J'exclus toute stratégie de vente sur le marché action britannique, et ce, tant qu'il maintient le premier support à 7050 points, essentiellement du fait de sa composition. Et l'analyse technique, de toute façon, ne suggère pas qu'une stratégie de vente soit envisageable. On ne casse pas de support sur ce marché. D'ailleurs, il s'est montré résilient cette semaine. L'IBEX et le MIB, si jamais ces marchés effectuent des pullbacks sur leur précédent top de 2014, il s'agira alors de parfait niveau d'entrée dans le sens de la tendance. Alors notez bien, 11 240 points sur l'IBEX, 22 550 sur l'ITA 40, de souvenir, de tête, c'est bien ça, 22 550. Si ces marchés reviennent le tester, ce sont les tops de 2014, ce serait juste idéal. Mais va-t-on réellement revenir chercher ces niveaux-là? C'est absolument pas certain. De même que vous surveillez la moyenne mobile simple à 20 jours sur l'Eurostoxx 50, vous pouvez la surveiller sur le MIB, l'ITA 40. On la teste aujourd'hui, il n'y a pas non plus de reprise impulsive. C'est pourquoi ce soir, j'ai hâte de voir la clôture. Il y a deux possibilités. Soit on brise ces indicateurs de tendance qui soutiennent la dynamique depuis le début de l'année et on a une semaine de plus de conso, soit on la tient et ça repart comme en 40 dès lundi. Voilà. Donc, soyons prudents. Franchement, je pense qu'il y a du potentiel lorsque je regarde le cuivre, les pétroles, le gaz naturel. Et si je devais faire une sélection, un filtre, si vous me demandez de faire un filtre, je choisis le WTI et le copper. Il y a du potentiel sur le court terme. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais répondre donc à vos questions. Alors, Crani. Alors, donc en effet, sur la plupart des CFD qui portent sur les contrats de taux souverains, sur la dette souveraine et sur les matières premières, les CFD chez FXM sont associés à une date d'expiration. Crani nous rappelle en effet que le copper expire le 24, donc c'est vendredi prochain, mais peu importe, je dirais, c'est-à-dire qu'il y a une fenêtre d'opportunité temporelle d'environ 5 séances, une semaine. C'est un graphique de court terme. Moi, ce que je pense, c'est que ce marché peut rejoindre ici le niveau de prix des 2,90 d'ici vendredi prochain. Donc je ne suis pas gêné par cette échéance pour défendre cette stratégie positive sur le prix du cuivre. Jetez un œil aussi aux grands acteurs des métaux industriels dans le FTSE. Il y en a plein. Enfin plein. Il y a quelques gros poids lourds. Vous allez voir que leur analyse technique, elle est pas mal. Alors je pense que lorsque le rendement obligataire allemand à 10 ans sera égal à 0, il peut se produire quelque chose sur le marché. Il y a deux contrats de taux souverains qui font référence sur les marchés internationaux. Le contrat allemand à 10 ans et le contrat des États-Unis à 10 ans. Le Bund et le T-Note.
le keynote est loin d'être négatif et le sera probablement jamais. Le Bund peut l'être. Le rendement suisse l'est déjà. D'ailleurs, hier, la France a emprunté à un taux négatif à 5 ans. L'OAT ne le sera. L'OAT pourrait l'être cette année. Pourquoi pas. Le Bund le sera, je pense. Peut-être dès la semaine prochaine. Alors, est-ce qu'on peut ensuite s'enfoncer en territoire négatif? J'ai envie de dire, il y a toutes les bonnes raisons fondamentales pour que cela se passe. La seule chose qui pourrait réellement provoquer un rebond des rendements au sein de la zone euro, ce serait davantage des comportements de gestion, des comportements de gérants. Le fait que ce benchmark qui est le Bund ait un rendement égal à 0% pourrait provoquer des, je sais pas, pourquoi pas une sortie, des prises de bénéfices, un mouvement, mais ce serait davantage lié à des flux. Et pas forcément une modification des fondamentaux. Les fondamentaux, on les connaît, il n'y a aucune raison d'envisager un renforcement des rendements au sein de la zone euro. Alors, une opinion sur le CAD Yen. Alors le CAD Yen, je pense que ça doit être l'inverse de l'USD CAD, et c'est concrètement corrélé au prix du WTI, c'est exactement ça. Le WTI est sorti par le haut d'un range qui s'établissait depuis le début du premier trimestre 2015 en donnant un signal d'achat. Forcément, l'USD CAD en est sorti par le bas, le CAD Yen en est sorti par le haut. Il y a plusieurs façons de déterminer un objectif de cours. Je vais utiliser ici des extensions de Fibonacci. J'attrape l'amplitude balayée par les prix avant que le marché rentre dans un range. Je vais positionner ça de manière propre. Voilà. J'aurais tendance à vous dire que le CAD Yen peut progresser en direction des 98-80. C'est 100% de la jambe de hausse avant d'établir un range au point bas du range, fausse cassure. Ici d'ailleurs on avait fait un marteau et ça correspond à ce niveau de chartiste. Donc j'aime l'idée d'envisager une hausse du CAD Yen en direction de 98-82. D'ailleurs je pense qu'on est en train de faire un espèce de drapeau à court terme. Est-ce qu'on peut revenir chercher le support à 97-20? Pourquoi pas. On peut même tenir 97-45 et rejoindre directement 98-80. D'autre part, une autre façon, j'attrape l'amplitude balayée par les prix lorsqu'on était dans le range. Laissez-moi ajuster cela proprement. J'ai un seul niveau de prix que je retrouve deux fois. 0,618 de projection de l'amplitude du range au point de cassure. 100% de la jambe de hausse qui a précédé l'entrée dans un range. Ma conviction est donc que le CAD Yen va progresser en direction des 98,71. J'aime donc la stratégie d'achat du CAD Yen pour viser 98,71. Alors Ludo nous partage ici un chart de l'USD Index. Nous devrions aller chercher le creux de la vague A. C'est donc un graphique qui s'adresse aux Ziffy Boy et aux partisans des décomptes en vague d'Elliott. Voilà, merci donc Ludo pour ce graphique que je partage et ton commentaire et donc dans le chat. Alors, est-ce que je serai à l'achat sur l'eurodoll pour viser un 0,9? Je vous ai expliqué que je l'excluais l'euro-dollar de mes stratégies eu égard à la volatilité qui est propre à l'euro et à l'incertitude politique qui est liée au comportement de la Grèce vis-à-vis de sa prochaine échéance due au Fonds monétaire international. Mais je pense que oui, on peut rejoindre un 0,9 $. Le timing est par contre mauvais. Il était à la cassure haussière des 1,0713 suivi d'un pullback, mais il y a des mèches dans tous les sens parce que l'euro est volatile. L'USD a tendance à se déprécier de manière assez nette. Je préfère largement la vente de l'USD CAD, l'achat du CAD Yen, qu'une quelconque stratégie sur le taux de change euro-dollar. Voilà, je vous remercie d'avoir participé au morning meeting de 11 h. Vous retrouvez Sylvain Le Ganana pour le 13 h des scalpers, comme son nom l'indique, à 13 h. Je vous retrouve pour le Wall Street Insider à 14 h 15 pour les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Merci à tous, bon appétit et à tout à l'heure.